Au Burkina Faso, un convoi de l'armée française en provenance de la Côte d'Ivoire à destination du Niger a été bloqué ce vendredi à Kaya, chef-lieu de la région du centre-nord du Burkina Faso. Au Mali, une sanction de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO pèse sur 149 personnalités maliennes dont vous aurez plus de détails au cours de cette édition. Nous sommes jeudi 20 novembre 2021. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur la chaîne du continent. Comme annoncé au sommaire de l'actualité, au Cameroun, la communauté internationale a commémoré aujourd'hui 20 novembre 2021 la journée mondiale de l'enfance. Une journée couplée à la célébration de 75 ans à l'UNICEF. Les activités ont eu lieu hier au Cameroun. Le point avec notre correspondant Paul Mbia. Le 20 novembre 1989, les hauts dignitaires de la planète s'engageaient à construire un monde dans lequel les enfants seraient épanouis. Et ils avaient ainsi signé une convention, la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est cette convention qui s'est célébrée aujourd'hui. Les manifestations couplées à celles liées à la célébration des 75 ans de l'UNICEF ont eu lieu dans les régions les plus sensibles au Cameroun, au vu de cette agence des Nations Unies. Les droits de l'enfant constituent les fondements de notre action, l'action de l'UNICEF dans l'ensemble des pays du monde et au Cameroun en particulier. Je voudrais dire aux enfants que, un, c'est leur journée, que deux, ils représentent l'espoir du Cameroun. Le Cameroun de demain, c'est eux. Et nous, ceux qui avons l'obligation de rendre les droits, nous devons faire en sorte que les enfants aillent à l'école, se vaccinent, soient protégés. Oui, parce que les enfants ont des droits à préserver et les tout petits les maîtrisent au bout des doigts. L'enfant a droit à la vie, l'enfant a droit à la protection, l'enfant a droit à une famille, l'enfant a droit à un nom, l'enfant a droit à la santé, l'enfant a droit à une identité. Dans les ménages, lorsque tout va mal, cela se sait. Ce qui m'énerve à la maison, c'est quand mes parents me fouettent et crient sur moi. J'aimerais que les parents me parlent doucement et qu'ils me conseillent. Quand on me fouette, je ressens de la peine et de la douleur. Les activités à Yaoundé ont eu lieu à l'école publique d'application de Mélène 2, où de nombreux élèves bénéficient depuis lors des réalisations de l'UNICEF. Avec le hub numérique qui nous permet d'avoir des enseignements numérisés avec les enfants, et qui nous permet de faire aussi beaucoup de recherches, que ce soit les enseignants, que ce soit les enfants. Si vous avez vu les enfants qui s'essaient déjà dans le journalisme, c'est grâce à ces outils que l'UNICEF a mis à notre disposition. L'UNICEF est un partenaire stratégique de l'État du Cameroun dans la protection, la promotion et la vulgarisation des droits de l'enfant. Les régions septentrionales, de l'Est et celles des zones anglophones sont les plus privilégiées. Direction au Burkina Faso, un convoi de l'armée française en provenance de la Côte d'Ivoire à destination du Niger a été bloqué ce vendredi à Kaya, chef-lieu de la région du centre-nord du Burkina. Des milliers de personnes ont décidé de barrer sa route à l'appel de la coalition des patriotes du Burkina Faso afin de protester contre l'insécurité qui sévit dans le pays malgré les accords signés avec la France. L'avancée du convoi avait déjà été perturbée mercredi et jeudi à Bobo-Dioulasso dans l'ouest et à Ouagadougou dans la capitale. Le Burkina Faso fait face depuis 2015 à des attaques djihadistes régulières et meurtrières, en particulier dans les régions du nord et de l'est, dans la zone dite des trois frontières. Au conflit du Mali et du Niger, deux pays également confrontés aux opérations des djihadistes armés. De retour au Mali, ouverture ce samedi à Bamako, les travaux de l'atelier de formation des enseignants des académies d'enseignement de Bamako sur la prévention des grossesses précoces et non désirées, le VIH-Sida et les violences basées sur le genre. Financé par l'UNESCO, l'objectif était de renforcer la capacité des acteurs scolaires à faire face à ces fléaux et créer un environnement d'apprentissage sain et de qualité. Les explications dans ce reportage signé Eloua Togo et Daoula Doumbia.
La prévention des grossesses précoces et non désirées, les violences basées sur les genres, ainsi que le VIH-Sida en milieu scolaire. Tel était entre autres sujets au cœur d'un atelier de formation des enseignants des académies d'enseignement de Bamako. Ils étaient au total 400 enseignants du fondamental et du secondaire à prendre part à cette formation qui s'étend sur une durée de 6 jours. Une formation qui permettra le renforcement de leurs capacités à faire face à ces défis qui minent l'éducation. Cet atelier de formation a une grande importance à nos yeux parce que ça permet d'abord d'outiller les administrateurs scolaires mais aussi bien les enseignants qui sont là et ils pourront identifier, prévenir et même corriger certaines formes de violence qui peuvent survenir dans le milieu scolaire. Notre souhait c'est que ça se passe dans toutes les régions du Mali pour que chacun des enseignants soit outillé. Parce que nous savons que jusqu'à présent, les violences continuent. Et nous voulons que les violences soient totalement bannies du milieu scolaire. La qualité de l'éducation est au cœur des interventions de l'UNESCO. Et l'UNESCO appuie les pays, et conformément à son mandat, à pouvoir doter les enseignants, les élèves d'attitudes et d'aptitudes pour une éducation de qualité, pour devenir de bons citoyens. Et par rapport à cela, nous tenons cette formation pour un peu améliorer la santé et le bien-être des élèves. Cet atelier de formation est en phase avec les larges programmes de renforcement des capacités soutenus par l'UNESCO dans l'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous. Tant il est vrai que la santé et le bien-être doivent être considérés au nombre des fondamentaux à l'éducation, au même titre que les disciplines fondamentales. L'UNESCO, à travers le programme O3, Nos droits, nos vies, notre avenir, vise à contribuer à ce que les adolescents et les jeunes en Afrique subsaharienne obtiennent des résultats positifs en matière de santé, d'éducation, par une réduction soutenue des nouvelles infections au VIH, des grossesses précoces et non désirées, de la violence fondée sur les genres en milieu scolaire. La réussite de cette activité passe nécessairement par un changement de comportement, la sensibilisation et la transmission des connaissances acquises aux élèves. Nous restons toujours au Mali. Une délégation du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, conduite par son tout nouveau président, M. Habib Silla, a rencontré ce vendredi le ministre malien de l'urbanisme, de l'habitat, des domaines et de l'aménagement du territoire. Il était question de l'octroi des parcelles aux Maliens établis à l'extérieur dans toutes les régions du pays et l'attribution des logements sociaux à la diaspora. À sa sortie d'audience, le président de la fêtière a rassuré ses compatriotes au micro de notre reporter Adama Tembeli et Isaac Lafont Koulibaly. Nous sommes venus pour rappeler que les Maliens de l'extérieur sont aussi les ressortissants de toutes les régions du pays. En tout cas, chacun d'eux souhaite un jour revenir au Bercail et pour cela, il faut vraiment que des dispositions soient prises pour que chaque Malien puisse avoir un toit. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a essayé de discuter, que ce soit au niveau du district de Bamako, que ce soit au niveau des régions du Mali, qu'on trouve quand même vraiment des sites de terrain pour essayer de faciliter à un coût, pas un coût, pour les encourager à développer aussi leur région. Donc c'est pour cela que... Et aussi il y a une situation qui est un peu récurrente, c'est par rapport au partage des logements sociaux, où avant nous étions impliqués à chaque, en tout cas, opération pour les dispatcher. Mais depuis un moment, nous avons senti qu'on était un peu mis à l'écart et quand on n'est pas là, les intérêts souvent ne sont pas bien défendus. Donc nous avons réitéré auprès de M. le ministre pour que nous puissions réintégrer cette commission. C'est une audience qui s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Le ministre, M. le ministre a pris bonne note, il nous a rassuré qu'il va corriger déjà ces manquements et par rapport en tout cas au terrain, puisque déjà ils nous ont octroyé pour quelques régions déjà par son prédécesseur. Nous sommes compris et vraiment nous avons été vraiment très contents de voir qu'on avait devant nous une oreille attentive
qui a écouté nos doléances. Nous pouvons rassurer nos compatriotes que lorsque tout ça va être mis en chose, on va, comme nous savons le faire le partage. En tout cas, selon les intéressés, nous allons les adresser. C'est des terrains donnés par l'État. Bon, ce ne sont pas des terrains qu'on va vendre nous. Non, non, non. Nous avons sollicité par rapport à la mission qui est la nôtre, c'est de les obtenir cette facilité pour eux. Actualité hors de nos frontières, tenue ce samedi à Montréal, en France, de la 8e édition du Forum sur la sécurité alimentaire de l'initiative pour l'agriculture au Mali, INAGRIM. Enjeux et opportunités d'investissement productif de la diaspora malienne en France dans le secteur agricole et la promotion des filières porteuses du Mali était le thème retenu de cette année. Ensemble, suivons l'élément. L'initiative pour l'agriculture au Mali, INAGRIM, a tenu la 8e édition de son forum sur la sécurité alimentaire. L'édition 2021 a été consacrée aux enjeux et opportunités d'investissement productif de la diaspora malienne en France dans le secteur agricole, ainsi que la promotion des filières porteuses du Mali. L'INAGRIM a été la première association à s'occuper de l'agriculture, qui est vraiment un secteur stratégique au Mali. Dont on déplore que ça ne se développe pas beaucoup parce qu'on voit beaucoup de porteurs de projets. Alors en ce moment, ça frémit un peu, mais il faut que ça aille un peu plus loin sur l'investissement sur l'agriculture. On se rend compte que l'alimentation est primordiale, tant économique que sanitaire. Le président du Haut Conseil des Maliens de France reconnaît que le grand défi à relever pour la diaspora est de garantir l'alimentation des familles au pays. Nous, ce qu'on nous a appris à l'école, on dit que l'Office du Niger a été fait par les colons pour nourrir toute l'Afrique de l'Ouest. Donc vous voyez quand même que c'était un projet ambitieux. Et qu'aujourd'hui, cet office n'arrive pas à nourrir le Mali, quelque chose qui était fait pour nourrir toute l'Afrique de l'Ouest. Je pense que nous avons un gros défi à relever. Et en tout cas, l'initiative INAGRIM est de manière quand même à attirer l'attention de la diaspora sur cette question. Le présent forum conforte ainsi une volonté des plus hautes autorités du Mali. Au Mali, s'il est un domaine dans lequel l'État a mis les moyens à la hauteur de ses ambitions et du potentiel avéré du pays, c'est bien celui de l'agriculture, secteur auquel le gouvernement consacre 15% des dépenses du budget de l'État. Ce forum nous offre ainsi une réelle opportunité de développer une meilleure compréhension de ce que nous devons faire pour favoriser l'investissement afin d'exploiter au mieux les potentiels énormes dont regorge notre pays. Après une journée d'échange autour des filières porteuses, des mesures incitatives du gouvernement en direction des compatriotes installés à l'étranger, de la rentabilité économique de l'élevage et des filières avicoles au Mali, les dispositifs mis en place par le gouvernement pour financer les projets de la diaspora à travers le co-développement, les représentants des ministres du développement rural et celui chargé des Maliens installés à l'étranger se sont dit très satisfaits de cette 8e édition du Forum sur la sécurité alimentaire au Mali. Par leurs réactions dans la salle et les questions qui ont été posées, je me suis rendu compte que investir au Mali les intéresse beaucoup, et surtout en la matière, c'est-à-dire dans l'agriculture. Que le Mali dispose de 2 millions de terres cultivables à l'Office du Niger, dont 1 200 000 déjà irrigables, et qu'on a investi que dans moins de 200 000. Les hommes, les femmes, les Maliens, en nombre suffisant et en quantité, en qualité, ont participé au débat et de façon positive. Très franchement, c'est une surprise, mais une bonne surprise, parce que je ne pensais pas. Et au terme de cette grande réunion aujourd'hui, on a eu des résultats très positifs. La première composante, ça concerne les projets productifs collectifs. C'était là pendant plus de 20 ans, on avait développé ça. Mais ces dernières années, on a vu que vraiment les gens sont intéressés par l'investissement productif individuel. Et c'est d'ailleurs, le département a vu clair et il a mis en place un dispositif à travers les incubateurs du Mali pour accompagner les investissements individuels tant recherchés par la diaspora. Malgré la situation du Covid, les gens sont venus massivement
pour vraiment échanger. Cela prouve à suffisance que les Maliens de la diaspora s'intéressent vraiment au secteur agricole du Mali. Pour rappel, l'INAGRIM est une association agricole créée en France par la diaspora malienne pour développer et promouvoir les activités agricoles au Mali. L'association souhaite contribuer à la lutte contre la pauvreté et la famine au Mali à travers le développement du secteur agricole. Les actions de l'INAGRIM sont appuyées par le CIAD, une ONG française spécialisée sur les questions de la création d'entreprises en Afrique subsaharienne qui appuie en particulier l'action des diasporas pour un développement économique durable. Je vous le disais tantôt dans le titre, depuis le 17 novembre dernier, une sanction de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pèse sur 149 personnalités maliennes. La quasi-totalité du gouvernement actuel et le Conseil national de transition CNT, qui fait office d'organe législatif, sont les concernés. Il fut question, entre autres, quelles sont les conséquences des sanctions sur le Mali, que risque le pays et également existe-t-il un bras de fer entre les autorités de transition et l'organe sous-régional. Des éléments de réponse dans ce dossier signé Adama Tembeli, Isaac Koulibaly avec l'ensemble de la rédaction. Le doute a longtemps plané, mais il n'est plus de mise aujourd'hui. Des menaces en menaces, la CEDEAO est passée à l'acte. 149 personnalités de l'organe de la transition sont désormais sous sanction de l'organisation sous-régionale. Il s'agit de la quasi-totalité du gouvernement avec le Premier ministre en tête et les membres du Conseil national de la transition. Ces sanctions comprennent le gel des avoirs et l'interdiction du voyage. Le président de la transition, Assimi Goïta, et le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, ne figurent pas sur la liste. Pourquoi? Nous sommes allés savoir. Ces deux personnes sont les interlocuteurs privilégiés de l'instance sous-régionale. Bon, le cas où les sanctions seraient levées, le président de la transition va continuer à siéger avec ses collègues. Donc le ministre des Affaires étrangères est chargé de la conduite de toutes les discussions et les dialogues avec l'instance sous-régionale. Donc ça veut dire qu'il y a une porte qui est entrouverte encore, que le dialogue continue. Alors, que peuvent être les conséquences de ces sanctions sur le Mali? Ce qu'il y a de plus contraignant dans ces sanctions, c'est qu'elles sont répercutées au niveau de l'Union africaine, de l'Union européenne, des Nations unies et des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Et je pense que c'est un choc psychologique parce que moi, c'est la première fois que je vois 149 personnes d'un même pays, personnalités, des hautes personnalités sanctionnées. Ça ne fait pas très bon effet, c'est désolant. La CEDEAO n'est-elle pas dans son rôle? Et ce régime de sanctions provient d'un protocole additionnel du 17 février 2012 qui énumère les régimes de sanctions à l'encontre des membres de la CEDEAO qui n'honorent pas leurs obligations. Voilà une situation qui divise la classe politique malienne. J'estime que la CEDEAO sort complètement de son champ d'action parce que cette même CEDEAO a été conçue pour la libre circulation des biens et des personnes. Et une atteinte à une liberté fondamentale comme le déplacement, quelque part, je dis que en soi, c'est une décision qui n'est pas responsable. Un avis qui ne semble pas être partagé ici. Moi, je pense qu'on s'en est bien sorti pour le moment avec des sanctions ciblées. Le pire aurait été de faire carrément un embargo sur le Mali. Le Mali a besoin de l'accompagnement des pays voisins. Le Mali a besoin de l'accompagnement de la communauté internationale. Nous ne pouvons pas nous donner le luxe de faire carrière solo, je vais dire de faire cavalier seul. Ce n'est pas une question de souveraineté. C'est ce qu'il faudra comprendre. C'est des propos populaires, c'est des propos populistes. Populaire et populiste, mais ça n'arrange point. Le Mali vivra-t-il avec ou sans l'organisation sous-régionale? Le Mali a vécu avant la CEDEAO. Nous avons vécu avec la CEDEAO et nous pouvons vivre sans la CEDEAO parce qu'il y a d'autres ouvertures. Certains pensent que
quelque part, les différents pays de la CEDEAO ont plus d'intérêt au Mali, d'intérêt économique, des enjeux économiques, que le Mali pourtant ne bénéficie dans ces différents pays. Si la majorité des Maliens pensent aujourd'hui qu'il faut aller en bras de fer avec tout le monde, nous pensons que non. Ce n'est ni le moment, nous n'avons pas les moyens de faire ça et nous ne pouvons pas nous passer des autres. S'il faut tenir un langage aux Maliens, aujourd'hui c'est un langage de vérité. Si la classe politique est à couteau tiré sur cette question, la société civile, quant à elle, elle est plutôt alarmiste et soucieuse. On a très mal appris, il faut être honnête, parce que je pense qu'on ne devait pas en arriver là, comme tout bon Malien. C'est-à-dire que c'est vrai, avec la CEDEAO, nous avons beaucoup d'accords, il faut être honnête, mais il ne faut pas oublier que nous sommes quand même des États souverains, indépendants, et souvent nos problèmes ne sont pas les mêmes. Et je pense que dans une très bonne organisation, logiquement, quand il y a des situations, on doit tenir compte, c'est-à-dire de la volonté du peuple, la situation politique du pays, économique. Dans tout ça, qu'en pensent les principaux concernés? La décision de la CEDEAO ne nous surprend pas du tout, quoi. Nous avons compris depuis très longtemps que le contrôle de la CEDEAO échappe aux Africains. La CEDEAO, depuis un certain temps, nous l'avons dit, et tous les jours nous avons davantage de preuves que ce n'est plus une institution africaine, c'est en quelque sorte une ONG, une organisation d'un certain nombre de chefs d'État qui eux-mêmes ne font pas tellement l'unanimité dans le noyau des chefs d'État concernés, aujourd'hui qui reçoivent les dictats de la France. Il affirme que ces sanctions n'auront aucune répercussion sur le Mali. Le monde a besoin du Mali, alors le monde viendra au Mali. Si une porte est fermée, plusieurs portes se referment. Le Mali ne va pas être isolé, comme le pense la France et sa CEDEAO. Le Mali restera ouvert au monde et les États maintiennent leur souveraineté. Ils sont libres pour leurs intérêts de coopérer avec le Mali et ils collaborent déjà avec le Mali malgré ces sanctions. Vous savez, on a certains cadres maliens, certains responsables politiques maliens qui font le commerce de la paix. On cherche à vendre la paix aux Maliens. Ah non, on va vous écraser. Ah non, on va suffoquer. Ah non, on va étouffer. Écoutez, personne ne va étouffer, personne ne sera écrasé tant que les Maliens assument pleinement leur souveraineté. Nous nous en sortirons. La population, dans sa grande majorité, n'approuve pas cette décision de la CEDEAO. On ne souhaite pas vraiment que notre pays soit asphyxié, quoi. Du point de vue politique, du point de vue économique, vraiment en tant que Malien, on ne peut que déplorer cette situation encore. Nous sommes un État souverain. C'est vrai qu'il y a des accords internationaux entre nous et les autres pays, mais quand même frapper dur le Mali comme ça, vraiment, le Mali ne le mérite pas. Les conséquences, elles sont désastreuses dans la mesure où les gens n'arrivent pas à voyager et qu'on est limité partout. Nous sommes dans un ensemble qui est la CEDEAO. Il faut faire en sorte qu'au moins s'il y a une entente entre le Mali et la CEDEAO. Ce n'est pas réfléchi. Je n'ai rien à dire, voilà. C'est tout à fait ridicule, moi à mon avis, parce que nous voulons que la souveraineté du Mali. Les autorités de la transition n'ont agi contre l'intérêt de personne. Ils veulent seulement sauvegarder l'intérêt de notre pays. Sans la CEDEAO, le Mali peut bel et bien se prendre en charge. La CEDEAO nous apporte quoi, concrètement? La CEDEAO ne nous apporte rien. Le Mali a existé avant la CEDEAO. Le Mali va exister après la CEDEAO. Moi, si ça ne tenait qu'à moi, on quitte carrément la CEDEAO et les restes qui est là on les fout au dehors. Quant à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, elle compte dur sur le ton avec le Mali si, d'ici le 12 décembre prochain, rien n'est fait pour que le pays respecte ses engagements. Mesdames et messieurs, ceci prend fin cette édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Ce fut un grand plaisir pour moi de l'avoir présenté. Et comme on le dit, l'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité, seule la lumière le peut. Et la haine ne peut pas du tout chasser la haine, seul l'amour le peut. Donnons-nous la main, protégeons-nous et protégeons les autres,
Qu'Allah bénisse l'Afrique et protège les Africains. Excellent suite de programme sur la chaîne du continent.